Donc je vais inviter à me rejoindre sous vos applaudissements. Et pour cette dernière table ronde, Edwige, Camille et Ulysse. Voilà. Tenez, merci beaucoup. Et donc, évidemment, j'ai oublié la zapette pour passer la première slide, pour rappeler la thématique de cette dernière table ronde. C'est le dépassement de soi qu'on va explorer sur cette dernière heure. Et puis, petite information, on devait avoir Mathieu Torder, qui est vraiment désolé, qui devait être à ma place, qui est un aventurier hors pair, un peu plus chevronné que moi, mais il a eu un impératif et il est vraiment, voilà, il m'a chargé de vous dire qu'il était désolé de ne pas pouvoir assister à cette dernière heure. Donc, ce que je vous propose, c'est voilà, qu'on commence par un petit tour de table pour que vous puissiez vous présenter et nous dire un petit peu voilà, où vous en êtes aujourd'hui et qui vous êtes. Je vais te laisser la parole pour commencer, Louis, si tu veux, pour ouvrir le bal. Avec plaisir. Vous m'entendez bien ou... Ok, très bien. Donc, bonjour, enchantée. Je suis Edwige, la cofondatrice de Barouders. Barouders.com, c'est quoi? C'est une plateforme, une marketplace dédiée aux équipements de sport et aux vélos de seconde main. On a vraiment voulu révolutionner un petit peu le monde du sport, de l'aventure et de la mobilité douce, en donnant une seconde vie à des millions d'équipements. On a créé cette entreprise il y a 2 ans. Je pense que j'ai la particularité, on pourra en reparler après, mais de l'avoir créée avec mon mari et d'avoir eu un enfant la première année du développement de l'entreprise. Donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de parents ici, mais c'est toujours un petit challenge de faire les deux en même temps. Et aussi, je pourrais vous parler d'impact parce que c'est la raison pour laquelle on a créé cette entreprise. On voit que nous tous, en tant que consommateurs, on peut vraiment avoir un impact dans nos décisions, dans nos choix, dans notre consommation. Et c'est à nous, entrepreneurs, de développer les services pour vous permettre de le faire aussi. Donc voilà, je suis ravie d'être ici. Merci beaucoup. Camille. Mathilde. C'est la fin de la journée, moi j'étais à 6h ici, je commence un peu à me fatiguer, je suis désolé. T'inquiète, je t'en veux pas. Est-ce que vous m'entendez bien aussi? Encore plus? Donc je m'appelle Mathilde. Et mon histoire, c'est qu'il y a 2 ans, j'ai commencé à voyager seule pour combattre mon anxiété sociale. Et depuis, je documente mon parcours, donc mes voyages solo, ma quête de sens, etc., sur LinkedIn principalement. Ma particularité, c'est que je viens tout juste de finir mes études, il y a à peine 2 semaines. Et donc, c'est un peu une nouvelle aventure pour moi, où avant, je documentais, j'étais dans le monde de l'entrepreneuriat un peu par plaisir, par envie. Et là, c'est une nouvelle aventure parce que j'ai choisi de ne pas opter pour le CDI, de ne pas opter pour la continuation de mes études qui était le master et d'entrer dans une nouvelle aventure. Ok, on va explorer tout ça. Ulysse, je me suis pas trompé. Non, salut. Bonjour, wow, trop cool d'avoir autant de monde aussi tard là. Je m'appelle Ulysse, je relève 100 challenges à travers le monde pour dépasser mes barrières mentales et en chemin, je documente toutes mes aventures, donc sur YouTube, mon blog, les réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram, LinkedIn notamment, et bientôt aussi dans un livre qui sera publié en mai. Et donc cette challenge, à quoi ça ressemble? Ça fait 3 ans que je parcours le monde. Par exemple, je suis allé survivre 1 semaine dans la jungle au Costa Rica avec les Bribri. Je suis allé chez les Maasai en Tanzanie, j'ai plongé à 35 mètres en apnée en Turquie. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai déchiffré une ancienne stèle Maya quand j'étais au Mexique. Là, je reviens d'Antarctique. J'ai passé 14 jours là-bas sur les traces des grands explorateurs qui étaient les premiers à aller sur place ou à essayer d'explorer aussi les petites cabanes des premiers scientifiques qui ont découvert le trou dans la couche d'ozone. Donc c'était une expérience de fou. Et donc voilà, donc je raconte tout ça sur les réseaux sociaux. Et donc sur LinkedIn, je parle pas du tout de boulot. Je me ramène et je dis dans 30 jours, je vais faire un combat de Muay Thai en Thaïlande. Et ça marche, donc c'est plutôt cool. Top, bah merci. Enfin, on est vraiment honoré d'avoir un si beau plateau avec vous. Donc, pour partir dans cette exploration de finalement repousser ses limites pour se trouver, donc il y a vraiment une notion clairement de dimension presque de quête intérieure, autant que d'aller chercher à l'extérieur
son soi, sa personnalité. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc ma première question, voilà, on va commencer un petit peu peut-être dans le même ordre, c'est finalement pourquoi vous vous êtes lancé, quel a été le déclic, et si on remonte un petit peu plus loin, puisqu'on est sur des canapés, quel genre d'enfant vous étiez? Est-ce que vous étiez les enfants qui avaient nos limites sur leurs rêves et qui, depuis tout petit, vous aviez cette révélation que vous vouliez être entrepreneur, que vous vouliez être aventurier? Voilà, quel est votre parcours, quel est votre point de départ pour faire ce premier pas? Qui veut répondre en premier? C'est difficile. Quel enfant j'étais? Moi, je viens d'une famille où on a plutôt une vie par défaut, c'est-à-dire que mes parents ont un job banal. Jamais on m'a posé la question de est-ce que tu veux être entrepreneur, est-ce que tu veux faire quelque chose de différent. Donc j'ai poursuivi mes études et à 21 ans, je me suis dit qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que la vie que j'ai actuellement me correspond vraiment à mon identité? Est-ce que j'étais pas en train de refouler toutes mes émotions Et c'est là où j'en ai parlé au tout début, j'ai décidé de partir voyager solo. C'était un peu le déclic, j'en parlais énormément parce que c'est le moment où j'ai compris que en fait, je pouvais avoir une vie différente. Je pouvais, pendant 6 mois, j'ai vécu intensément, j'ai vécu que des choses que j'avais réellement envie de faire. Personne n'était là pour me dire bon, tu dois faire ça, tu dois manger à telle heure, etc. Donc pour moi, c'était un peu le déclic à 21 ans. J'ai de la chance que ce déclic soit arrivé assez tôt. C'était il y a 1 an en fait. C'est vrai. Une chance. Donc voilà, et depuis ce déclic, je me force, entre guillemets, à vivre intensément, à ne plus retomber dans le schéma de vie où je devais camoufler mes émotions. Moi, je suis une personne très sensible et toute mon enfance, on m'a dit de cacher mes émotions, que pleurer en public, c'était pas bien. Et au final, je crois que ma plus grande force en ce moment actuellement, et même sur les réseaux sociaux, c'est juste de pouvoir parler de façon très authentique. Je suis très authentique dans mes écrits, etc. Et c'est ce qui permet à des personnes de se reconnaître dans mes écrits. C'était justement une question que je voulais te poser, parce que là, on parle de la quête de soi. Souvent, on peut, de l'extérieur, penser que ça va être une quête très individuelle, voire individualiste, voire égocentrée ou égocentrique, alors qu'en fait, quand on vous écoute et qu'on commence à t'écouter, on se rend compte qu'il y a une quête de solitude, mais une soif de connexion avec les autres, et aussi, du coup, le fait que les gens puissent interagir avec toi fait que tu crées une communauté, parce qu'en fait, si on voulait le dire, tu es un peu une personne qui est un peu une exploratrice de l'âme humaine, des sentiments, et aussi, on en parlera tout à l'heure, des peurs. Ça, il y a un truc super intéressant que tu nous diras tout à l'heure. Mais voilà, juste peut-être que tu puisses nous dire, derrière cette apparente solitude, il y a en fait la recherche de l'autre aussi. Exactement. Quand je suis partie voyager seule, c'était vraiment cette quête de l'intérieur de moi-même, et je me suis rendu compte que ce qui m'a le plus aidé, c'était justement de connecter avec d'autres personnes. Je suis convaincue, on en parlera pour les peurs, mais je suis convaincue que si on parlait tous plus honnêtement de ce qu'on traverse, par exemple ma quête de sens, là en ce moment je suis un peu perdue, et je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent se reconnaître dans ce discours, et en fait ça fait du bien de se dire ok, on n'est pas tous notre version définitive, on n'est pas tous finis, ou c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, et c'est ce que moi j'essaye de faire à mon échelle, d'amener les gens vers ok, vous êtes perdus, il y en a plein d'autres qui le sont, il y a une voie. C'est ce que j'essaye de faire, et je pense que oui, comme tu disais, en fait, la quête de soi passe beaucoup par les autres, parce que si on a l'impression qu'on est tout seul dans notre traversée du désert, en fait, il y a des milliers d'autres personnes que vous ne voyez pas à côté qui traversent la même chose. Ulysse, tu peux nous parler de ça aussi, parce que voilà, quel petit garçon tu étais? Est-ce que tu avais tous ces rêves ou qui étaient déjà dans la boîte et que tu as ouvert et que tu as laissé s'exprimer, ou voilà, raconte-nous un peu ton parcours. Moi, je pense que mes parents, c'est le match le plus bizarre possible. Ma mère, elle est médecin en soins palliatifs, donc elle accompagne les gens en fin de vie, ce qui m'a tout de suite aussi confronté aux regrets que peuvent avoir les gens sur leur lit de mort. Et mon père est artiste peintre et chaman, il parle aux esprits, et il vit vraiment dans son monde à lui, quoi. Et quand ils se sont rencontrés, ils vivaient sur un bateau. Ils ne sont pas mis d'accord sur mon prénom. Ma mère voulait m'appeler Cyprien, elle me disait non, dans le sud, ils vont dire tous Cyprien, c'est pas possible, etc.
Ok, bon, et pourquoi pas Ulysse? Ah ouais, Ulysse, c'est cool. Du coup, ils m'ont appelé comme ça, et je pense que ça a aussi influencé, parce que, tu vois, quand j'ai grandi, ma première bande dessinée, c'était l'Iliade et l'Odyssée illustrée pour les enfants, quoi. Donc j'ai construit ma perception un peu, tu vois, du héros comme étant bah, ces mecs-là, tu vois. Et Ulysse, qu'est-ce qu'il fait dans l'Odyssée? Bah, c'est juste un gars qui voyage et qui relève des défis sur la route pour rentrer chez lui, quoi. Donc forcément, je pense que ça m'a un peu impacté. Et après, ben, alors c'est marrant, j'ai fait des études classiques, j'étais vraiment un pur produit du système, j'étais pas du tout un rebelle dans l'âme, mais quand même, j'avais cette appétence pour le voyage. Quand j'ai eu mon baccalauréat, je suis allé voir ma mère, je lui ai dit, maman, j'aimerais voyager et écrire des livres. Elle m'a dit, oui, oui, deviens ingénieur, on en reparle plus tard, tu vois. Et évidemment, j'avais pas le courage de désobéir, j'avais peur de partir, j'avais pas d'argent, donc je suis devenu ingénieur. Et après ça, j'ai fait un premier voyage un peu à l'arrache. Je suis parti en Islande en road trip avec 500 euros. J'ai fait tout le tour de l'Islande à manger des nouilles, à me doucher dans des sortes de thermes publics, etc. Et quand je suis revenu, il y avait un choix qui devait se profiler. C'était est-ce que j'allais rentrer dans une vie toute tracée, dans un job d'ingénieur, etc. Ou est-ce que je pouvais prendre un risque? Et en revenant de ce voyage, je me suis dit non, c'est pas possible. Je peux pas aller vers le salariat là maintenant. J'ai besoin de tenter un truc. Et donc, un peu, on va dire, dans l'illusion de la richesse et un peu rebuté par la perspective de la monotonie, j'ai lancé une start-up dans le web. Et j'ai passé 2 ans et demi à beaucoup travailler sur un produit dont tout le monde se foutait. J'ai complètement craché la boîte, toutes mes économies et toute mon équipe avec moi. Et après ça, c'est un peu une claque dans la gueule. Tu te réveilles de ça, tu dis bon, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. Mon identité, c'était j'étais un entrepreneur, j'étais un start-upper, etc. J'étais cool. Et du jour au lendemain, c'est juste, j'ai plus une thune. Et je rêvais de devenir millionnaire. En fait, je suis retourné chez ma mère, tu vois. Et là, tu te dis, bon, je fais quoi? Et ce que j'ai fait, moi, j'ai fui. Je suis parti en Amérique latine pendant 2 mois, tout seul, en sac à dos, comme Mathilde. Et là-bas, je pouvais être qui je voulais, en fait. C'était pratique, tu vois. Je pouvais juste dire, oui, oui, t'inquiète, je suis un entrepreneur et tout. Les gens étaient en mode, waouh, en plus, tu voyages tout seul et tout. La réalité, c'est que j'étais complètement paumé, tu vois. T'avais quel âge là? J'ai monté ma boîte à 22, je devais avoir 25, 24, 25. Et voilà, et après je suis revenu d'Amérique latine parce que j'avais plus d'argent. Et à ce moment-là, j'étais vraiment déprimé, quoi. Enfin vraiment, j'ai marqué curriculum vitae sur un document et j'étais en mode, ouais, il va falloir que je postule à des jobs et tout. Et je savais pas comment... Ouais, c'était terrible, vraiment. Et un soir, dans un moment un peu de révolte, j'ai ouvert un blog et j'ai écrit un premier article qui s'appelait On s'est bien planté, où j'ai raconté l'histoire du plantage de ma boîte. Et j'ai publié sur LinkedIn l'article en mode voilà comment j'ai tout pété, quoi. Et l'article a vachement bien marché, il a été lu des centaines de milliers de fois, il a été repris par plein de médias, etc. Et du jour au lendemain, j'ai eu genre 40 propositions d'emploi dans ma boîte, dans ma messagerie, quoi. J'avais rien de mieux à faire que d'appeler tout le monde, donc j'ai fait une centaine d'entretiens, je pense, en 3 semaines. J'avais des blocs de 30 minutes, voilà, et j'enchaînais. Et j'ai fini par être séduit par une équipe qui a monté une start-up qui était en pleine phase de croissance, qui allait au Y Combinator, qui se lançait sur le marché américain. Ils me proposaient un poste stratégique hyper bien payé. Et du coup, j'ai dit OK. J'ai déménagé à Paris, je suis allé là, ici, pour bosser dans cette start-up, 10 heures par jour. Et là, j'ai découvert le monde des brainstorming, des calls et des drinks après le boulot. Et je pensais que j'avais réussi, tu vois. Et en fait, non. Je me sentais très très mal. J'avais aucun sens dans ce que je faisais. J'étais pas heureux, j'étais pas malheureux non plus. Et progressivement, j'ai une forme de mélancolie qui s'est installée. Moi, j'appelle ça ma petite boule noire. Tu vois, c'est pas un burn-out, c'est pas une dépression, c'est une petite boule noire qui est toujours là, au-dessus de toi, qui te suit partout. Et c'était un peu la personnification de toutes mes idées sombres. Et au bout d'un moment, je suis parti au Kirghizistan pour mes premières vacances. Et là-bas, je me suis fait un voyage complètement fou furieux, à aller faire du cheval dans les plaines, aller dormir chez les nomades. J'ai fini par à me bagarrer contre un chef de tribu parce qu'on avait bu trop de vodka et on a dit vas-y, viens, on fait de la lutte. Et moi, j'étais en mode ouais, grave. Et après, on a bu du lait de jument fermenté, c'est du koumis. J'ai fait la pire intoxication alimentaire de ma vie au fin fond du Kirghizistan, tu vois. Mais pour la première fois, je me sentais vivant. Et quand je suis revenu, j'ai dit ok, c'est plus possible. J'ai reconnecté un peu avec mes rêves d'enfant, repartir voyager, j'avais envie de me lancer des défis. Je suis allé voir mon patron, j'ai dit ok, je pars, quoi. Et c'est comme ça que ça a donné 100 challenges à travers le monde, quoi.
Ouais, donc on voit bien qu'il y a une trajectoire, il y a des rêves, comme tu le dis, il y a des rêves d'enfants, et il y a peut-être un peu de temps d'installation d'une vie d'adulte qui accepte pas de renoncer à ses rêves d'enfant et qui, voilà, tu peux pas lutter. En tout cas, on verra tout à l'heure un peu plus en profondeur. À toi, Edwige. J'ai un parcours un petit peu différent. J'ai grandi avec 3 grands frères. Jusque-là, c'est une chance. Mes grands frères font quand même 2 mètres de haut. C'est des bonnes armoires à glace. Et ils sont plus âgés que moi. Ils ont 5, 9 et 11 ans de plus que moi. Et quand j'ai grandi, j'avais une profonde peur d'être victime d'inégalités, d'injustice. Et je pense que ça a un peu façonné qui j'étais. Depuis que je suis petite, je voulais absolument faire comme eux, mieux qu'eux si possible, et surtout ne pas être délaissée. Si par exemple il y avait une équipe de foot où il n'y avait que les garçons autorisés, il fallait absolument que je sois dans l'équipe. Et j'ai même fini capitaine de l'équipe de foot des garçons. Donc ça pose un peu les bases. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours vraiment animée. Je veux dire, il y a plein d'injustices, il y a plein d'inégalités dans le monde. Et bien sûr qu'on ne peut pas tout changer, une seule personne ne peut pas tout changer, mais en tout cas, c'est ce qui m'anime à mon niveau, à ma petite échelle. C'est vraiment, j'ai envie d'avoir le maximum d'impact que je peux avoir. Et j'ai 2 motos dans la vie. La première, c'est de ne pas avoir peur. J'essaye d'affronter toutes mes peurs. Donc la peur d'être victime d'inégalité, d'injustice, eh bien, je vais me battre pour avoir une place. La peur que avoir un enfant, ça puisse me déclasser parce que je dois faire un choix entre carrière et être une mère. J'ai pas envie d'avoir ce choix à faire. Et le réchauffement climatique, c'est le dernier changement qui m'a beaucoup marqué. Et j'étais normalement en voie de reprendre l'entreprise de mes parents qui bossaient dans le parfum. Mon mari était dans la banque, gagnait un salaire très, très confortable. Il était ingénieur, il avait fait une bonne école. Moi, j'avais fait une bonne école de commerce. Et je me disais, mais en fait, je suis comme un hamster dans une roue. Je suis pas maître de mon destin, quoi. Genre, l'inégalité, elle est en train de se produire. Le réchauffement climatique est en train de se produire. Et je regarde là passivement à essayer de changer ma consommation du quotidien. Mais je peux faire plus que ça. Je peux passer toutes mes journées, en fait, à développer des outils qui peuvent peut-être changer les choses dans le bon sens. Alors, on a eu des idées hyper utopiques au début qui pensaient à la capture carbone. Mais malheureusement, je suis pas chercheuse. Je suis pas dans la chimie. Par contre, je sais que je suis plutôt douée dans tout ce qui est business, commerce. Je sais comprendre les consommateurs. Je sais leur offrir une expérience client qui est mind-blowing et qui est, en tout cas, je m'y attelle tous les jours. Et je me suis dit, bon, lui est ingénieur, il est plutôt fort dans tout ce qui est conception technologique, informatique, etc. À 2, je pense qu'on peut vraiment faire union et construire un produit qui vienne révolutionner le indépendant de la consommation. Et on a vu qu'il y avait Vinted pour la mode, Back Market pour l'électronique, Vestiaire Collectif pour le luxe, mais il n'y avait rien pour le sport. Donc voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivée à ma petite échelle. C'est toujours avec qui j'étais quand j'étais un enfant. J'ai gardé cette âme et j'essaie de l'avoir au jour le jour. Et clairement, ça a façonné qui j'étais. Et je pense que quand tu es entrepreneur et que tu as un enfant la même année, que tu veux lever des fonds, etc., c'est une bataille de tous les instants, quoi. Il faut se lever, il faut avoir la détermination. Et je pense que si je n'avais pas grandi avec ce côté un peu rough, d'être un peu mise à l'écart parce que j'étais une fille quand j'étais petite, aujourd'hui c'est vraiment une force parce que j'ai de la résilience, je pense. Donc quand on t'entend, on voit bien que tu dis moi j'ai décidé d'essayer de ne pas avoir peur. En fait, je vais vous poser la question à tous, puisqu'en fait c'est un sujet assez central. Le dépassement de soi, forcément, c'est dépasser ses limites, et souvent ce qui nous limite sont nos peurs. Toi, Mathilde, tu les explores d'une manière particulière. J'aimerais bien que vous nous disiez comment on fait pour ne pas avoir peur, comment on fait pour dépasser ses peurs, comment vous avez fait. Voilà. Moi, j'essaye pas de ne pas avoir peur, justement. Je collecte mes peurs, je me dis ok, où sont-elles? Qu'est-ce qui se passe? J'essaye de comprendre un peu la racine. Et c'est un exemple que j'utilise beaucoup, mais par exemple, j'avais de l'anxiété sociale, c'est-à-dire j'avais peur du contact humain, c'est-à-dire je serais peut-être incapable de faire ça il y a 2 ans. Je me suis dit ok, c'est important parce que ça me prend beaucoup d'énergie, ça me prend beaucoup d'énergie dans la vie, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à creuser. Donc je me dis, ok, qu'est-ce que je fais avec cette peur? Comment on fait? Et pourquoi c'est si important? Et ma technique, je ne sais pas si c'est la meilleure, moi je n'ai pas une technique de petits pas, c'est-à-dire pour mon anxiété sociale, c'est pas
petit à petit, je vais aller parler à des personnes dans la rue. C'est je me casse 6 mois, je vais voyager solo avec un sac à dos, je prévois aucun hébergement, rien, et on voit comment je me débrouille. Pareil pour ma peur de parler en public. Je me dis, ok, bah, je fais un TEDx, je le prépare 2 jours à l'avance et on voit comment je me débrouille. Et c'est cette idée que Ulysse parle beaucoup, c'est élargir sa zone de confort. Je me dis, j'essaye d'aller à l'extrême et après, les phases de... Par exemple, cette discussion devient beaucoup plus tranquille quand tu as fait un TEDx que tu n'as pas préparé, quoi. Ouais, donc chez toi, il y a une forme un petit peu de radicalité, de combattre le mal par le mal en me disant j'identifie mes plus grandes peurs et en fait, je les affronte direct. Ça s'est passé comme ça se passe comme ça aussi pour toi, Ulysse? Ouais, moi j'adore avoir peur en fait. Je trouve ça trop cool. Quand j'ai peur, je me dis ouais, il y a un enjeu là, il y a quelque chose qui se passe. Sauf la peur de la peur. Je trouve que ça c'est la peur la moins utile parce que du coup tu fais plus rien. En ce moment j'ai des grandes conversations avec ma grand-mère parce qu'elle a 80 ans, elle veut plus bouger de chez elle et elle a peur de tout. Et moi chaque fois je lui dis mais vas-y viens. Je lui dis c'est quoi ton rêve? Elle dit j'aurais adoré rêver à aller à Madagascar. Je lui dis mais pourquoi tu vas pas? Et elle me trouve une liste d'excuses incroyables de toutes ses peurs et tout. Je dis en fait t'as peur de la peur là. Et ça me, tu vois, ça me révolte. Non, j'aime beaucoup les peurs. J'ai un peu la même méthode que Mathilde, d'aller toujours à la limite de la zone. Tu sais, ce concept de zone de confort, j'aime pas trop. J'aime pas quand on dit tout le temps sortez de votre zone de confort, etc. Parce qu'au-delà de la zone de confort, tu as la zone de panique. Et quand tu vas dans un endroit que tu n'aimes pas, juste tu dis c'est pas fait pour moi et tu reviens et t'arrêtes. Tu vois. Moi, j'ai fait beaucoup de freediving, par exemple, la plongée en apnée. Et j'ai embarqué des amis pour en faire à un moment donné. Et j'avais une amie qui était terrifiée par l'eau, quoi. Elle avait peur des requins, elle avait peur de prendre un bain, quoi. Et en fait, à ce moment-là, j'étais avec Stéphane Toureau, qui est vice-champion du monde de freediving. Et il lui a dit, viens, on va faire une petite initiation. Elle n'était pas capable de regarder sous l'eau. Je ne sais pas s'il y en a qui ont peur des fonds marins, ici dans la salle, qui ont peur des poissons, etc. Et tout ça. Elle était vraiment à l'extrême de cette peur-là. Et en fait, on a mis d'abord les pieds, puis après on a commencé à regarder sous l'eau, puis après on s'est mis sur le dos, on a commencé à respirer, puis après on s'est dit, tiens, viens, on va essayer de plonger un petit peu, d'aller à 1 mètre, etc. Au bout d'1 heure, elle avait plongé à 5 mètres de profondeur. Après, elle a fait le stage. 3 jours plus tard, elle avait plongé à 15 mètres en apnée, alors que moi, je l'avais connue terrifiée à l'idée de juste rentrer dans la mer, quoi. C'est ça un peu le concept que tu disais d'élargir sa zone de confort. C'est tu vas toujours à ta limite et tu décales jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise dans un nouvel environnement. Et cette limite-là, ce qui s'appelle la zone d'apprentissage, tu vois. Et moi, j'adore aller me foutre dans ces situations-là où tu as le cœur qui bat, mais tu sais que tu n'es pas en train de faire une connerie non plus, quoi. Toi, tu as dit une phrase importante tout à l'heure. Tu as dit, quand je me suis battu avec le chef de tribu parce que j'avais bu trop de vodka, Ouais. non, c'était pas que pour ça, mais tu t'es dit, je me suis senti vivant. Ouais. Donc c'était tout ce que tu avais recherché avant, tu te sentais pas vivant. Et donc c'était un peu... voilà. Est-ce que tous les défis que tu te lances, tout ce dépassement de soi te fait te sentir vivant et pourquoi en fait? Parce que est-ce que ça te rend heureux? Est-ce que c'est un peu un chemin de bonheur ou est-ce que c'est toujours plus? Alors ça va peut-être surprendre, ça va peut-être vous surprendre, mais ça me rend pas forcément heureux de faire tout ça. Clairement, je suis beaucoup plus épanoui que dans ma vie quand j'étais à Paris dans cette start-up-là. Mais parfois, quand je pars m'entraîner 30 jours pour faire un combat de Muay Thai contre un Thaï, alors j'ai jamais fait de boxe, c'est 30 jours d'enfer, quoi. C'est vraiment pas drôle du tout. Je faisais 5 heures de Muay Thai par jour, je m'en prenais plein la gueule. Par contre, une fois que tu as fait le combat, tu es en mode waouh, mais qu'est-ce que je viens de vivre? En fait, c'était intense. Moi, je suis en quête d'intensité. Tu cherches l'intensité. Et je précise pour tout le monde que tu choisis tes défis, personne ne te les impose. Hein. Ouais. J'ai choisi, mais c'est. Tu vois, j'aime bien l'idée de vivre une vie où tu embrasses pleinement tout ce qui t'arrive, quoi. C'est-à-dire, tu peux être très triste, puis après, tu peux être très heureux. C'est ça l'intensité. Et voilà, tu vois, par exemple, là, j'écris le livre, c'est un processus très solitaire. Ça me rend pas heureux de faire ça, tu vois. Mais je sais que j'aurai un vrai sentiment d'accomplissement derrière, et ça me plaît beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai envie de diriger ma vie. Après, chacun le fait comme il veut. Hein, mais voilà. Non, je pense que je rejoins Mathilde et Ulysse sur le fait que c'est pas qu'il faut pas avoir peur. On a tous des peurs. C'est impossible de pas avoir peur. Mais il faut pas avoir peur de combattre ces peurs. Et c'est là où je te rejoins, Mathilde. C'est que
je pense qu'on vit dans un monde où on est très isolé finalement. Je pense que regardez sur votre téléphone, on doit passer entre 2 et 4 heures. Je crois la moyenne c'est 4 heures, je sais plus, par jour sur son téléphone. Donc on est très isolé et du coup la peur on voit toujours des gens sur les écrans en disant mais regarde ce qu'ils ont fait, etc. C'est impossible que je fasse pareil. Et du coup en fait, dans ce besoin, je trouve, de combattre ces peurs, il faut mettre quelques règles. Et moi, j'en ai 3. Et je pense qu'elles sont assez... Enfin, en tout cas, pour moi, elles m'ont toujours aidée. La première, c'est qu'il faut faire le tri dans ses peurs. Encore une fois, on vit dans un monde où on admire, on observe que quelques personnes. Tu vois, je serai jamais aussi belle que Beyoncé ou je serai jamais aussi riche que Bernard Arnault, j'en sais rien. Mais en tout cas, souvent, on observe quelques personnes qui sont connu de tout le monde. Or, on est 9 milliards sur Terre. Je pense qu'il y a 9 milliards d'exemples de réussite et qu'il ne faut pas se baser que sur ce que les réseaux sociaux nous disent. La deuxième, c'est d'avoir une vision long terme. Moi, la différence que j'aurais peut-être avec Ulysse, c'est peut-être, j'adore les challenges, mais il faut qu'ils soient long terme, sinon j'ai peur de ne pas être suffisamment mise en vrai danger. Enfin, mais je serais ravie d'avoir ton point de vue. En tout cas, j'aime bien cette idée d'avoir une vision. Au final, c'est peut-être ça, la quête de sens, c'est peut-être cette vision long terme. Mais de se dire, OK, si j'ai des moments de difficulté, je sais pourquoi je le fais. Typiquement, moi, dans l'entrepreneuriat, il y a des moments difficiles, mais je sais au moins que dans 20 ans, dans 30 ans, je sais quelle est la personne que je veux être et ça m'aide à m'ancrer dans les moments difficiles. Et la dernière, c'est de fuir la paresse comme la peste. Et je pense qu'il faut être à la hauteur des objectifs qu'on se met. Si on veut faire un talk sur TEDx, je pense qu'il faut quand même un minimum savoir parler, ou en tout cas essayer 2 jours avant de s'entraîner un petit peu. Je pense que quand on veut développer un projet, faire du sport ou faire le tour du monde en bateau, il faut avoir de la discipline et de la rigueur, parce que souvent on oublie cette phase-là. Et pourquoi je parle de paresse plus que de discipline? C'est que la paresse, c'est un peu le verre d'alcool en plus le soir, ça peut être la cigarette en trop ou l'heure de travail en moins, on ne le voit pas venir. Entre le lundi et mardi, on a l'impression que notre journée est la même. Sauf que mis bout à bout, 365 jours par an et plusieurs années de suite, vous allez voir que finalement, ce verre en plus, finalement, dans 2 semaines, ce sera peut-être 2 verres en plus, et puis dans 3 mois, ce sera peut-être 3 verres en plus. J'exagère évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que la paresse, on ne la voit pas venir parce qu'elle se met dans le temps. Et pour combattre ses peurs et pour ne pas avoir peur, je pense que l'âme de l'aventurier, de l'explorateur, il vient aussi avec un peu de discipline. Alors du coup, me vient une question. Est-ce que quand on repousse souvent ses limites pour se trouver soi-même, est-ce qu'on peut aussi se perdre soi-même? Ouais. Je crois que c'est ça le plus grand sujet. C'est que des fois, on a l'impression de justement pousser, de faire de l'introspection. Et après 1 an d'introspection, je me dis, au final, je suis encore plus perdue qu'au début. Mais je sais pas, moi, je suis dans une phase où je suis très perdue en ce moment, où je me pose beaucoup de questions. J'ai pris des mois, justement, à essayer de me poser qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Est-ce que j'ai envie que le bonheur soit ma quête? Est-ce que j'ai envie juste de vivre intensément? Je sais pas. Et finalement, je sais pas si je suis un peu sadomaso, mais j'adore cette phase où il y a tellement de possibilités de vie, possibilités de chemin, où tu te dis, ok, t'es perdu, mais peut-être que demain, tu auras une expérience de folie qui va t'apprendre quelque chose. Peut-être demain, tu peux totalement changer d'identité. Et juste pour rebondir sur ce que Edwige a dit, moi, mon processus, quand j'ai une peur, c'est une question toute bête, mais je me dis, que ferait la personne que j'aspire à être? Et c'est plus dans la prise de décision, par exemple les billets d'avion, les billets de train. Je me dis, ok, donc cette personne a fait ça, donc je prends mes billets de train, et après je me dis, ok, je dois assumer avec l'autre Mathilde, qui n'est pas du tout apte à faire ça. Donc c'est souvent un petit combat interne où je me dis, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as pris cette décision? Mais au final, on se félicite tout le temps une fois l'avoir fait, quoi. Et toi, Ulysse? Ouais, est-ce qu'on se perd souvent? Je pense qu'on se perd souvent. Moi, je fais une crise tous les 10 challenges. Là, je suis dans ma crise de la quarantaine en ce moment. Et ouais, de quarantaine de challenges. À chaque fois, je questionne mon format, je questionne ce que je fais, je questionne beaucoup mon identité. Quand je suis parti, tu vois, je parlais du crash de ma start-up. Avant, j'avais une identité d'entrepreneur. Après, je suis allé à Paris, j'avais un peu perdu cette identité-là. Puis après, j'en avais plus du tout. Et du coup, je me suis construit à un moment donné une identité de nomade. Tu vois, j'avais pas de maison. Pendant 3 ans, j'ai vécu avec moins de 100 objets. À travers le monde, j'avais juste un sac à dos. J'ai toujours moins de 100 objets d'ailleurs. Et dernièrement, donc pendant ma crise de la quarantaine,
j'ai compris que je voulais faire évoluer mon identité et que j'étais en quête d'autre chose en fait. Tu vois que le nomadisme, c'était pas une finalité. Beaucoup de nomades que j'ai rencontrés sont soit perdus, soit fuient quelque chose. Et au bout d'un moment, je me dis peut-être que moi aussi, tu vois. Je pensais avoir un vrai projet de vie, mais ça m'allait pas toujours. Et maintenant, j'ai envie de devenir un véritable explorateur, et ça change pas mal de choses. Parce que quand tu veux devenir un explorateur, ça veut dire déjà d'avoir un lieu où rentrer pour raconter, pour se reposer, avoir une base sur laquelle tu peux prendre de l'élan pour aller faire des projets encore plus ambitieux. Là, l'année prochaine, je vais partir par exemple faire 100 jours chez les moines Shaolin. Ça, jamais j'aurais pu l'envisager avant parce que je n'étais pas assez solide, j'avais pas des lieux pour rentrer. L'été prochain, je vais me construire une maison aussi, tu vois, par exemple. Et ça, je suis dans une démarche d'ancrage parce que j'ai envie de me retrouver, j'ai envie d'avoir des lieux où je peux revenir, tu vois. Et ouais, donc c'est un danger du voyage, c'est un danger de l'exploration, mais c'est bien, tu vois. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est la sérendipité, c'est ce que l'on gagne lorsque l'on se perd, tu vois. Voilà. Donc un peu comme Ulysse, tu as retrouvé ton Ithac avec ta maison. Ouais, carrément. Mais tu vois, on parlait de la quête de sens. Je crois pas qu'il y ait une réponse définitive à ça. Je pense que la quête, elle évolue tout le temps. Mes premiers challenges, je voulais montrer que tout peut s'apprendre. Après, je me suis dit, je vais dépasser mes barrières mentales. Après, je me suis dit, ok, je vais élargir ma zone de confort. Après, je vais accepter mes peurs. Après, je vais vivre intensément. Maintenant, j'ai envie de construire une maison et d'avoir une famille, tu vois. Donc en fait, ça évolue tout le temps et c'est cool. L'introspection, tu vois, comme Mathilde en parlait, c'est à un moment donné, tu ouvres un carnet, tu commences à poser des premiers mots et ça s'arrête jamais, quoi. Et c'est ça la beauté du truc, c'est un jeu infini. Tu sais, tu as deux types de jeux, tu as les jeux finis et les jeux infinis. Le but d'un jeu fini, c'est de le gagner. Avoir 1 million d'euros, c'est un jeu fini. Tu fais 1 million d'euros, 1 million d'abonnés, par exemple, tu as gagné le jeu. Bon, et après les jeux infinis, le but du jeu, c'est de continuer de jouer. C'est-à-dire, je kiffe tellement le jeu, genre la quête de sens, l'introspection, apprendre à se connaître, c'est un jeu infini. Explorer sa curiosité, c'est un jeu infini. Et si vous arrivez à construire un projet de vie autour d'un jeu infini qui vous fait vibrer, là, c'est cool, quoi. Ouais, je challengerais ça dans le sens où je pense que si on met un objectif très 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 haut, le jeu fini devient infini. C'est-à-dire, essaye d'aller chercher 1 milliard d'euros et on en reparle. Non, j'exagère, mais tu parlais de... Déjà 1 million, c'est, j'imagine, super dur. Enfin, en tout cas, il faut me donner la recette si ça va. Mais je pense que, ouais, voilà, ce qui est important, c'est... Enfin, moi, j'ai un point de vue, je pense... D'ailleurs, c'est super intéressant. C'est plutôt le contraire. Moi, j'ai une vision très précise de qui je veux être à 50 ans et je fais tout pour y arriver. Et tout à l'heure, je disais que j'avais 2 motos, je n'avais pas parlé du deuxième. Le premier, c'était donc de ne pas avoir peur. Et le deuxième, c'est de faire tout ce que je peux, faire de mon mieux en fait pour que ça soit une réussite et pour que ça marche. Et donc je crois que je lisais la phrase, c'était repousser ses limites pour se trouver. Moi, le plus je les repousse, le plus je les trouve. En fait, le plus je me surpasse et je suis fière de ce que j'accomplis, le plus j'arrive à être à l'aise avec mon identité. Et quand j'étais pas justement, quand j'étais trop dans cette zone de confort, que je laissais passer la discipline, que voilà, j'avais des rêves, des ambitions, j'avais envie de faire plein de choses dans la vie, mais je me disais en fait c'est peut-être pas pour moi, et puis j'ose pas, et puis j'ai peur, et puis en fait ce film Netflix il me donne bien envie. Et je pense qu'on vit dans une société où on voit un peu un mix, on confond la définition du mot bonheur. Je pense que le marketing d'aujourd'hui, Uber Eats, nous fait penser que le bonheur, c'est d'avoir un plat de pâtes en 10 minutes. Je pense que le bonheur réside vraiment dans la réalisation des objectifs long terme, ou en tout cas les choses qui nous rendent fiers. Et quand j'entends parfois des gens parler, souvent ils me disent la chose qui m'a rendu le plus fier, c'est que je suis un ancien alcoolique et j'ai arrêté de boire. Bah ça c'est ouf, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui le rend heureux et fier. Je pense pas que la fierté vient du plaisir ni de la facilité. Après c'est mon point de vue. Mais... Oui, on le voit, c'est vrai que du coup le dépassement de soi, il y a forcément une notion de douleur, no pain, no gain. Donc il y a quand même, voilà, on va se faire un petit peu mal dans différents sens. Ça peut être un sens moral, un sens de stress financier, un stress quand on monte sa boîte, quand on va lever les fonds, quand on va pitcher, qu'on sait que l'avenir de sa boîte est très précaire parce que si on ne lève pas les fonds, l'aventure va s'arrêter. Et c'est la même chose quand on part à l'autre bout du monde, donc on part tout seul avec son sac à dos. Moi, en vous écoutant, c'est un peu une quête existentielle et qui répond peut-être en creux au défi de notre époque, qui est on nous a peut-être fait croire que dans une société de consommation, on serait des humains accomplis et heureux en achetant un Uber Eats ou le dernier iPhone. Et en réalité, on est des êtres aussi spirituels. Et vous tous, nous tous, on recherche ça à notre manière. Et à l'heure du développement personnel, où on lit aussi beaucoup de choses, faut
lève-toi à 5 heures du matin, prends une douche froide, etc. Sois la meilleure version de toi-même. Est-ce qu'en vous écoutant, c'est pas soit tout simplement toi-même? Ouais, alors je mettrais quand même un warning sur encore une fois, les vidéos ou les coachs qui te disent de se lever à 5 heures du matin, d'avoir un rythme. Je pense que c'est plus profond que ça en fait. Enfin, en tout cas, mon point de vue, c'est quoi la mission qu'on veut porter dans sa vie, qu'est-ce qui nous tient à cœur, qu'est-ce qui nous empêche de dormir la nuit. Et c'est avoir la discipline d'accomplir ses rêves. Ça ne veut pas dire être trop strict sur l'hygiène de vie. Enfin, j'ai du mal à voir comment ça peut tenir sur 30 ans. Et ensuite, dans la société de consommation, oui, effectivement, il faut faire la part des choses et savoir lire entre les lignes. C'est pas évident de nos jours. Ouais, moi, je te rejoins là-dessus. Je pense aussi, tu vois, quand tu as un grand rêve, il faut travailler pour ton rêve, etc. Et les choses ne tombent pas du ciel dans tous les cas, tu vois. Mais je sais pas. Je sais pas, tu vois, il y a plein de gens qui viennent me voir, par exemple, en mode, ouais, comment on fait pour percer sur LinkedIn et tout. Je dis, bah, publie tous les jours pendant 1 an, tu vois. Il y a un moment donné, ça va marcher si tu réussis, si tu charbonnes, quoi. Mais je suis pas certain. Enfin, dans ce que tu disais, tu vois, tu disais, ouais, une fois que tu as atteint tes rêves, tu as une forme d'accomplissement, de bonheur et tout. Et moi, je le vis pas vraiment comme ça. Pour moi, je suis très heureux quand je vais me mettre à la nature dans une cabane et que je fais plus rien, quoi. Vraiment, je prends un plaisir fou à faire ça. Et parfois moins à partir à l'autre bout du monde avec mon sac à dos. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ça veut donc dire, pardon, on rejoint un petit peu ce qu'on disait au départ, c'est qu'il y a quand même une dimension d'exploration intérieure, d'un empire intérieur, en tout cas d'un royaume qui est le nôtre. Quand tu es dans ta cabane, peut-être en France et pas à l'autre bout du monde, tu es en train de nous dire qu'en fait, tu es heureux, quoi. Ouais, carrément. Je suis en paix, en tout cas, je me sens bien. En fait, il y a tout un truc autour du développement personnel qui est intéressant. En fait, c'est une industrie qui est souvent représentée par des livres et donc par leurs auteurs. Et il y a un truc qui est marrant avec les écrivains, c'est que souvent ils écrivent des livres de manière thérapeutique, c'est-à-dire ils écrivent des livres parce qu'ils ont un vrai problème à régler avec eux-mêmes. Et donc ils développent une méthode pour essayer de résoudre ce problème. Parfois, cette méthode fonctionne pour eux, pas toujours. Enfin, ils ne sont pas toujours les meilleurs représentants de ce qu'ils racontent, tu vois. Et voilà, et je pense que ce qu'on oublie dans le développement personnel, c'est qu'il y a personnel, quoi. C'est pas parce qu'une méthode a fonctionné pour un gars qui s'est levé à 5 heures du matin tous les jours avec sa morning routine que ça va fonctionner pour un autre qui est peut-être un oiseau de nuit, tu vois. Je pense que c'est une responsabilité qui nous est propre d'explorer, de tester, et il y a plein de bons là-dedans, dans cette industrie. C'est cool de lire des livres, de s'inspirer, de tester, tu vois. Mais je pense qu'à un moment donné, ça à chacun de faire cet effort, de se dire, vas-y, je teste des trucs jusqu'à trouver le système qui me correspond. Et peut-être que c'est d'avoir des bêtes d'objectifs, peut-être que c'est de penser très long terme, peut-être que c'est pas. Je fais une mini digression. Il y a un livre que j'adore qui s'appelle How to Live de Derek Sivers. Le sous-titre, c'est 27 réponses contradictoires et une conclusion bizarre. Donc en fait, chaque chapitre, c'est voilà comment il faut vivre. Par exemple, chapitre 1, être indépendant, c'est la manière de vivre. Qu'est-ce que ça veut dire d'être indépendant? Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire être indépendant dans son business, être indépendant dans ses relations. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire d'être indépendant dans ses relations? Ça veut dire soit tu couches avec une personne différente toutes les soirs, soit avec personne. Sinon, tu n'es pas indépendant, tu vois. Et il va à l'extrême dans ça. Et après, chapitre 2, ça va être non, c'est s'engager. La réponse, c'est s'engager. L'engager, c'est tout l'inverse. C'est tu vas habiter quelque part, tu vas passer 40 ans dans la même boîte, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu vas t'ancrer quelque part. Et il y a 27 réponses contradictoires comme ça. La conclusion est vraiment bizarre de ce livre. Et ça montre qu'il n'y a pas un seul paradigme et que c'est à chacun d'aller piocher dans chaque truc ce qui nous intéresse. D'ailleurs, si vous le lisez, ce livre, il y a un petit exercice qui est trop cool. C'est pour chaque chapitre, se dire à quel pourcentage est-ce que je m'identifie à cette manière de vivre. Et à la fin, de faire un classement de ces 27 manières de faire. Et si vous le relisez quelques années après, moi je l'ai fait en 2020 et en 2023. Et j'ai remarqué qu'il y avait des trucs de fou qui avaient changé, quoi. Par exemple, je cherche beaucoup moins à être indépendant, je cherche à beaucoup plus m'engager. Avant, l'amour, c'était très très bas, maintenant c'est beaucoup plus haut, etc. Donc, la crise de la quarantaine, quoi. Crise de la quarantaine. Voilà. J'aime trop ce livre, j'avais trop envie de vous en parler. Voilà. Juste pour rebondir sur un mini détail, ce que tu dis, c'est vrai, c'est par exemple les gens qui te demandent comment on fait pour avoir des abonnés sur LinkedIn, commence par écrire. Ce que je voulais juste dire par là, c'est faut pas
trop se chercher ou penser que ce qu'on veut être, c'est simple et que du jour au lendemain, on peut le devenir comme ça. Et c'est le parallèle que je voulais faire avec la société de consommation. On pense que tout vient en 10 minutes. Et je pense que pour être bon sur LinkedIn, il faut peut-être y passer du temps. Pour être un aventurier, il faut quand même s'y préparer un petit peu. Et c'est ce que je veux dire par la vision un peu moyen-long terme. Ça aide à avoir cette lignée, quoi. Mais carrément. Oui, je crois qu'il n'y a pas de. On est toujours souvent dans une époque où on est à la recherche de méthodes, de trucs tout faits, ou qui va te permettre de faire ci ou de faire ça. Bon, alors on vous écoute, on voit bien que de toute façon, il faut d'abord prendre une décision, faire un premier pas, se mettre en chemin, et que le chemin, finalement, c'est déjà presque le plus important plutôt que le bout du chemin ou l'arrivée, mais que ça nécessite des efforts, tout ça. Et donc, c'est pas sans coût, sans peine, sans souffrance, dans un moment, ou en tout cas une époque où on n'aime pas trop non plus souffrir. Comment vous gérez ça, par exemple? Je crois que l'humain a profondément peur d'être perdu. C'est-à-dire que, comme on disait juste avant, l'introspection induit de, à un moment, se perdre, de peut-être se poser des questions qui font mal ou qui font pas plaisir. Et je crois qu'on n'a pas été éduqué comme ça. On n'a pas été éduqué par des valeurs spirituelles. On n'a pas été éduqué sur la confiance en soi, sur sur l'estime de soi, etc. Mais on a beaucoup été éduqué sur comment gagner de l'argent, comment être successful, comment réussir tes études. Et c'est pour ça que c'est un chemin compliqué où en fait c'est un peu remettre en cause tout ce qu'on nous a appris. Et c'est difficile d'arriver à un endroit où de se présenter et de dire ok, là je suis totalement perdue sur la personne que je suis. Là, je suis en train de tout remettre en cause. Là, pour être honnête, ce matin, je me disais, OK, comment je vais me présenter aujourd'hui? Parce que hier, j'avais encore une autre idée de moi et aujourd'hui, ça a changé au travers des conversations que j'ai eues. Je me dis, mais comment je vais me présenter parce que je suis encore en plein changement? Et en fait, c'est difficile de se dire, je ne suis pas capable de dire à la personne qui est en face de moi, peut-être la personne en face de moi va dire, OK, elle n'est pas crédible, etc. Et je pense que les gens ont profondément peur d'être perdus et ça fait partie du processus. Je t'avoue que j'ai perdu la question de base. Mais c'est une illustration parfaite de ce que tu étais en train de dire. Il faut accepter de se perdre et le reconnaître. Je vois le temps qui file, c'est passionnant, mais je vais faire une petite ouverture pour notre fin de table ronde. C'est finalement, est-ce que vous pouvez nous partager vos prochains défis, vos prochains dépassements de soi, vos prochaines expéditions, vos next steps là, dans les semaines ou mois qui viennent? Moi, j'ai un beau projet pour la journée et j'espère qu'il en deviendra un projet pour l'année. C'est un carnet que j'ai nommé le carnet des peurs, donc c'est totalement en discussion, en rapport avec la discussion qu'on a aujourd'hui. La première page, c'est juste « Parle-moi de tes peurs ». Je sais qu'il a pas mal tourné aujourd'hui et je vous remercie à tous ceux qui ont mis un petit mot à l'intérieur. Et je veux bien qu'après après ce moment, s'il y a des personnes qui ont envie de parler de leur peur, parce que moi, c'est un sujet que j'adore et je pense que l'écriture aussi très thérapeutique, de juste mettre sur le papier ses peurs et se dire, ok, maintenant que je connais mes peurs, qu'est-ce que je fais, quelle est la next step, et de ne pas refouler ses peurs, de juste pas dire non, ça n'existe pas. Donc le projet, c'est d'avoir un carnet avec plein de messages d'inconnus sur leurs peurs, avec juste leur prénom et leur âge. Et je suis persuadée que à la fin, j'ai envie d'en faire une grande exposition et juste de se dire, j'entre, je lis le message d'une personne que je connais pas du tout, qui a peut-être 20 ans de plus que moi, et en fait, on est peut-être en train de vivre exactement la même chose, on est peut-être en train de vivre la même peur. Et voilà, c'est ça mon projet actuel. Top, merci beaucoup. Edwige. Toi, t'aimes bien, on a compris, t'aimes bien les projets long terme, tu t'inscris dans le temps long, ouais. Mais c'est pas du tout une critique, au contraire, je trouve que c'est génial. Mais il faut le tenir au quotidien. Et oui, il faut le tenir et le gérer au quotidien. Moi, mon objectif, en tout cas mes projets pour l'avenir, déjà c'est, depuis peu, on a dépassé la taille du plus gros catalogue de vélos reconditionnés d'Europe, donc ça c'était la première milestone. Maintenant la deuxième, c'est continuer à se faire connaître, continuer à développer le produit. D'ailleurs, si jamais il y a une chose qui m'aide le plus au monde, c'est des retours utilisateurs de ce qu'ils n'ont pas aimé. C'est encore mieux que ce qu'ils ont aimé, parce que ça me permet de toujours améliorer le produit. On a pour objectif, là, on est en train d'ouvrir plusieurs pays, d'agrandir l'équipe. Pour moi, l'humain est extrêmement important, de recruter les bonnes personnes avec la bonne culture. Et après, du côté famille, déjà un deuxième enfant...
et de tenir le coup, de y aller pas à pas et de garder une bonne relation avec son mari qui est à la fois son associé et son meilleur ami, de garder ce triptyque. Ça serait déjà pas mal. Moins long terme au final, mais step by step. De beaux défis. À toi, Ulysse. Eh ben, moi, je vais partir en voyage là, dans pas longtemps. Après m'être fait arracher les dents de sagesse, j'ai pas hâte du tout. Mais bon, dès que je suis sur pied, je pars en Asie pendant 6 mois dans des lieux qui m'ont marqué et qui m'ont touché. Je vais retourner en Thaïlande, là où je m'étais entraîné, etc. Je vais peut-être retourner faire de la plongée. Et mon but, c'est de terminer mon livre. Je vais revenir en France, je pense en avril, mars-avril, pour la publication du livre qui a lieu en mai. Après, pendant l'été, mon gros challenge de l'été, ça va être de construire une maison. Donc une petite maison, une tiny house. Mais j'ai très envie de refaire des choses de mes mains et de lâcher un peu Internet, de lâcher un peu les écrans et de me remettre un peu dans le concret, dans le réel. Une fois que ça sera fait, j'ai très envie de partir 100 jours chez les moines Shaolin, vivre avec eux, 8 heures par jour de kung-fu. Et j'aimerais bien faire un autre documentaire de cette vie-là. Peut-être un deuxième livre, on verra. Et après, à mon retour en France, mon plus gros challenge, ça va être de m'installer et j'aimerais bien créer un foyer. Je sais pas, avoir une maison, un lieu, un chez moi, pas une petite tiny house dans un écolieu, mais un vrai endroit dans lequel je pourrais fonder une famille. Et comme c'est très difficile pour moi de décider d'où est-ce que je vais vivre, parce que j'ai le choix, je peux aller partout en fait. Mon business est en ligne, j'ai rien qui m'attache nulle part. Je me suis dit que j'allais me fixer un challenge un peu fou de préparer un Ironman en 6 mois. Et du coup, je suis obligé d'aller dans un endroit où c'est pratique pour m'entraîner. Tu vois. Comme ça, j'ai pas le choix et ça me fixe un endroit et comme ça, je décide du lieu comme ça. Donc probablement dans la région d'Annecy, mais c'est pas encore sûr. J'ai bien envie de me remettre un peu à la nature, mais voilà, donc ça m'amène déjà jusqu'en 2025. Donc, tu vois, il y a des projets quand même assez long terme. Bon, c'est top, c'est très très riche. Alors, merci de tout ce partage, ces échanges. On a appris plein de trucs. J'espère que ça vous a tous inspiré. On a encore 7 petites minutes pour répondre à des questions que vous pourriez avoir envie de poser, des témoignages, ce que vous voulez. Ah, petite. Est-ce qu'on a un micro tout au fond? Merci. Ouais, d'ailleurs, pour moi, petit exercice, sortir de la zone de confort, c'est parler en public, notamment, ce qui est très rigolo quand on voit ce que je fais. Vous avez abordé, en fait, j'avais envie de vous questionner, de vous faire un peu approfondir sur ce que vous avez abordé, à savoir un peu la limite, de repousser ses limites. Je précise ma pensée. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu une fuite en avant, en fait, à aller toujours un petit peu à l'extérieur, à l'autre bout du monde, affronter des peurs, un peu dans les extrêmes, exister aussi justement en vivant des sensations un petit peu extrêmes. Et moi je trouve ça remarquable, hein, notamment ce que tu fais, Ulysse. Tu vois, il y a tellement de choses à apprendre en allant loin, en voyant la beauté du monde, en allant à la rencontre d'autres cultures et tout. Mais est-ce que finalement le plus grand challenge, en fait, c'est pas justement, il se passe pas à l'intérieur, en fait. C'est pas justement aller dans les profondeurs de ses blessures, de ses peurs, de ses croyances. C'est le plus grand challenge, en fait, il se passe à l'intérieur. En fait, je sais pas si je me fais comprendre. Et que finalement, le plus beau cadeau, c'est un peu ce que tu disais, c'est être dans son jardin, poser sur son truc et être bien, en fait, être juste dans l'être. Et tu vois, pas toujours exister par le faire, pour avoir l'impression d'exister, à arriver, en fait, à avoir travaillé sur ses blessures. Et voilà. Est-ce que le plus grand challenge, finalement, c'est pas dans l'introspection et dans la connaissance de soi qu'il est, et pas, en fait, finalement, à l'extérieur, en fait? Je pense que tu as tout à fait raison. Tu sais, c'est comme Candide, il part voyager et après il revient et qu'est-ce qu'il fait? Il finit par cultiver son jardin. Si, clairement, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Tu parlais de croiser beaucoup de gens, tu vois, à quel point les rencontres nous ont fait. Il y a une phrase que j'adore, c'est le voyage, c'est aller de soi à soi en passant par les autres. Je pense que c'est ça, c'est une quête interne qui est très spirituelle, qui est très longue. Quand tu regardes comment l'Odyssée se termine, juste Ulysse il rentre chez lui, tu vois. Il est très content, il ne veut plus partir. Donc si, c'est clairement le plus grand défi, c'est de se trouver, c'est de comprendre pourquoi tu fais les choses, c'est comprendre pourquoi tu voyages, pourquoi tu as envie de rentrer, qu'est-ce que tu as envie de léguer derrière toi. Et voilà. Moi, j'aime beaucoup voyager, mais je ne sais pas si c'est la finalité de ma vie. Je pense qu'il y a plein d'autres choses, j'en avais besoin, tu vois. Voilà. C'est ma réponse.
Super réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il faut lever la main. Non, mais le micro arrive. Je sais. Oula. Du coup, petite question à vous quatre, du coup, parce que voilà, j'aimerais aussi te poser une question. Quelle est, ou plutôt, ou quelles sont les personnes qui vous inspirent le plus et pourquoi? Vous avez 4 heures. Ouais, je peux dire la personne qui m'inspire en ce moment, c'est Simone Veil. Parce qu'on parle. Désolée, du coup, j'aurais fait beaucoup de parallèles sur l'égalité homme-femme. Mais en tout cas, c'est la personne qui m'inspire en ce moment parce qu'elle veut. Elle s'est toujours battue pour la place des femmes telles qu'elles sont et non pas pour insérer les femmes dans un monde d'hommes. Et je sais que moi, quand j'ai créé ma boîte et que j'ai levé des fonds, les investisseurs, c'est normal, ils comparent ma boîte sur les chiffres qu'on a. Et sauf que quand tu es enceinte, objectivement, c'est un peu comme si tu étais handicapée pendant 9 mois, tu es fatiguée, tu peux pas faire autant de choses, tu peux pas relâcher la pression en allant courir tous les jours, etc. Et je pense que d'avoir des figures comme ça qui ont marqué l'histoire et qui ont été d'une douceur phénoménale. On vit souvent aujourd'hui, il y a pas mal de gens connus qui se démènent beaucoup pour l'être. Elle a juste voulu faire quelque chose, faire changer les lignes. Et la lumière est naturellement venue sur elle, quoi, parce que par l'impact qu'elle avait. Voilà. Merci. La personne qui t'inspire le plus aujourd'hui? Je sais pas. Il y a plein de gens qui m'inspirent. Mike Horn, Bruce Lee, Derek Sivers, Miyamoto Musashi. J'ai eu un gros délire sur ce mec il y a pas longtemps. J'ai passé beaucoup de temps à étudier un samouraï qui a vécu il y a très longtemps à l'ère d'Edo et qui a mené une vie très ascétique, vraiment pas fun pour le coup, mais qui a passé beaucoup de temps à explorer d'abord les duels, qui a fait genre plus de 60 duels où il a mis sa vie en jeu à chaque fois. Il en est sorti vainqueur, c'était l'un des plus grands samouraïs de tous les temps. Et qui derrière est parti dans une quête plus spirituelle. Il s'est mis à l'art, à la peinture, au jardinage. Et il a fini sa vie dans une grotte où il s'est retiré pour essayer de comprendre quels étaient ses enseignements. Une semaine avant la fin de sa vie, il a écrit un truc qui s'appelle le Dokodo. C'est 12 principes, les 12 principes qui ont mené sa vie. Et c'est fou, il savait qu'il allait mourir et il a écrit ça. C'est comme si là, demain, on se dit, OK, dans une semaine, je dois mourir. Qu'est-ce que j'ai envie de léguer au monde? Et ce gars-là, il a écrit ce manuscrit, quoi. Ça me fascine beaucoup, j'aime beaucoup son histoire. J'ai très envie d'aller au Japon pour aller visiter cette grotte. Bon, je pense que je vais rien y trouver, je vais être face à la grotte, je vais dire bon, bah, super. mais ouais, ça m'inspire beaucoup son mode de vie. Et il n'a jamais prêté serment à aucun seigneur ni rien. Tu vois. En fait, c'était pas un samouraï, c'était un ronin, c'était juste une sorte de vagabond. Ouais, je sais pas pourquoi, ce gars-là me fascine en ce moment. Voilà. J'aurais beaucoup de mal à répondre à ta question, Leslie. J'ai pas de personne en tête. Je suis pas très. J'ai du mal à me reconnaître, par exemple, dans les Mike Horn, etc., où je me dis, je sais pas ce que ressentent ces personnes à l'intérieur d'eux. Et quand j'essaie de réfléchir à ta question, je sais pas pourquoi, rien à voir avec l'endroit où on est, rien à voir avec la discussion qu'on a, mais j'ai pensé à Panayotis Pasco. Il a sorti un livre récemment qui m'a mis un peu sur le cul. C'est-à-dire que pendant 3 ans, il a écrit un journal, c'est ce que moi je fais, où il a écrit toutes ses pensées. Il parlait beaucoup aussi de son homosexualité, la relation à ses parents. Il a dit des choses où moi, quand je les ai lues, j'ai été limite gênée, tellement c'était rempli d'honnêteté. Et moi, c'est ça qui m'inspire beaucoup, des personnes qui sont capables de se mettre nues sur la place publique, pas nues physiquement, mais juste nues émotionnellement, et juste dire... voilà, prenez ce que vous voulez, si un peu mon parcours, si mon ressenti peut vous aider sur certaines émotions, vous n'êtes pas seul sur ça. Et moi, c'est ce qui m'inspire beaucoup en ce moment, c'est les personnes qui sont capables de juste se donner à l'humain, quoi. Merci. Tu m'avais demandé aussi? Oui. Alors, en ce moment, mes références sont très loin des vôtres. Je suis désolé, mais une personne qui m'inspire énormément en ce moment, c'est Jonathan Cohen. Parce que je ne sais pas comment il fait pour être si drôle tout le temps. En tout cas, moi, il me fait rire et j'aime beaucoup rire. Le rire est important dans ma vie. Donc voilà, en ce moment, il a une place, comme si c'était un ami alors que je ne le connais pas. Donc c'est pas un philosophe, mais voilà.
Moi, j'ai une question pour Ulysse. Je te suis un peu depuis tes débuts, où tu es devenu un aventurier, tu as fait tes challenges, etc. Et je voulais savoir comment tu as géré un peu médiatiquement. Enfin, est-ce que, parce que depuis le début, tu es aventurier, tu fais des challenges, tout ça. Est-ce que par rapport au regard des autres, tu as eu peur de ça? Comment tu as géré un peu cette place médiatique qui est quand même devenue assez grande très rapidement? Est-ce que ça te faisait peur de t'exposer aux yeux des gens, voilà, d'en parler autour de toi? C'est quand même pas rien, tu vois, de se mettre en avant comme ça. Comment toi, tu as géré ça de ton côté? Est-ce que ça a été quelque chose de difficile, une peur que tu as affrontée? Ou ça a été assez évident pour toi? Non, ça fait flipper et ça me fait toujours peur, tu vois. Je me souviens quand j'ai créé ma chaîne YouTube en 2016, j'ai un pote, il est venu me voir, il m'a dit « Mec, c'est quand même bizarre d'avoir une page avec ton nom et ton prénom, tu vois. Genre, tu te prends pour qui comme ça ?» Ouais, c'était un peu moins habituel de prendre la parole en son nom propre. Ça fait toujours flipper, surtout quand tu fais des gros projets ou quoi, tu vois. Là, j'ai investi dans un documentaire, quand je l'ai sorti, j'étais en mode « Waouh, si ça flop et tout, c'est chaud. » Mais franchement, c'est que par l'exposition, quoi. La première fois que j'ai cliqué sur publier, j'avais trop peur de ce qu'en diraient mes potes. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de vouloir faire plaisir à mes amis et je me suis dit, ok, à qui est-ce que je parle, tu vois. Au début, ma famille comprenait pas ce que je faisais, j'ai dû faire beaucoup de pédagogie. Maintenant, j'ai l'impression que ça va, tu vois. Les gens comprennent à peu près ce que je fais, ils comprennent à peu près ma démarche. Mais c'est sûr que c'est plus facile 3 ans plus tard, quand tu gagnes des sous, que tu passes à la télé. C'est plus facile d'arriver à ce moment-là. Concrètement, si demain vous voulez prendre la parole en ligne et que vous avez peur, c'est genre archi normal, quoi. J'ai une pote qui avait engagé quelqu'un pour appuyer sur le bouton publier à sa place. Elle écrivait les posts parce que juste elle avait peur de le faire elle-même. J'ai des amis qui ont des très grosses communautés sur les réseaux qui vivent encore très mal certaines remarques d'autres gens ou autres. Et ça demande beaucoup d'entraînement. Moi, je me suis pris des bad buzz à des moments, je me suis pris des shitstorms et tout. Maintenant, tu as un peu plus de recul. Et il y a un truc que j'utilise qui s'appelle le coup d'opportunité, qui est qu'à chaque fois je fais un contenu ou un post sur LinkedIn ou autre, tu vois, un TikTok, je me dis, ok, c'est quoi le coût de ce truc-là, de le publier? Ça vaut pas le coup, par exemple, d'aller passer un coup de gueule où tu vas critiquer un comportement et tu sais qu'un de tes amis a ce comportement et pourrait lire ce post, tu vois. Tu veux dire, en fait, est-ce que les quelques centaines, voire, imaginons que le post explose, milliers d'abonnés, ils valent le coup de faire ça? Et c'est un peu un garde-fou qui fait que maintenant, je fais plus que des trucs qui me font plaisir ou que j'aime bien. Je pense que tu n'as pas besoin d'être clivant pour réussir sur les réseaux sociaux. Tu peux vraiment raconter des belles histoires. Et quand tu racontes une belle histoire, généralement, tu as envie de la partager, de la publier, tu vois. Et tu acceptes plus le regard des autres. Mais tu t'en sépares jamais, hein. Enfin, je sais pas comment toi tu le vis, Mathilde, mais tu as aussi beaucoup d'expositions sur mes... Au début, je l'ai mal vécu par moments où moi je suis arrivée très naïvement sur LinkedIn, je me suis dit, j'ai parlé de voyage solo, je prenais même pas de sujet à risque, ou je prenais pas position sur certaines choses. Et j'ai pris des critiques, j'ai pris de la haine vraiment en ligne, et je me suis dit, oula, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Et je pense une chose que tu as moins mentionné, mais c'est l'entourage, le fait que, en fait, on s'est entouré quand même de créateurs de contenu, de personnes qui vivent la même chose. Et quand tu te dis, il y a ce créateur, il est trop cool, il fait des choses, mais tellement pas problématiques, c'est juste la crème. Et il se prend quand même des commentaires négatifs, il se prend quand même de la haine en ligne. Tu dis, ok, c'est pas personnel, c'est pas moi. Et on en parlait aussi, mais tu formes une sorte d'empathie pour la personne, où je me dis, waouh, cette personne, elle a pris le temps de me mettre un commentaire pour me dire ça. Ça fait partie de sa journée d'avoir mis ce commentaire. Je me dis, c'est dur pour elle, quoi. Enfin, moi, jamais de la vie, si j'aime pas un contenu, je vais pas mettre un commentaire, je m'en fiche totalement, quoi. Donc, une forme d'empathie pour tout le monde n'a pas la chance de vivre comme moi, d'avoir une sérénité, de m'en moquer si les gens vont pas dans mon sens. Mais ça fait toujours, surtout quand on parle en notre nom, et c'est pas une marque, on ne promet pas une marque, un concept, c'est quand on publie un contenu, c'est notre nom, c'est notre idée. C'est toujours un peu difficile de séparer. Mais je pense que c'est le concept, c'est les réseaux sociaux, c'est le jeu, il y en aura toujours en fait, on vivra toujours avec ça, quoi. C'est hyper facile de commenter aussi en tant qu'anonyme, tu vois. Enfin, c'est maintenant trop facile de publier tout et n'importe quoi, de commenter de manière négative parce que tu n'as plus ce face-à-face direct
Donc les gens se lâchent et ça devient n'importe quoi. Je sais pas si quelqu'un est venu te dire dans la vraie vie, enfin dans la rue, un commentaire négatif ou quelque chose de méchant. Donc juste faire une séparation, c'est pour ça que ce genre d'événement c'est trop cool, quoi. On est toujours habitué aux messages sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, et là juste voir du concret, voir des gens qui sont positifs, qui vont dans ta dynamique, c'est cool, quoi. Merci. Merci à tous. Merci. C'était passionnant.